Bonjour à tous et bienvenue à cette boussole. On va peut-être attendre encore quelques secondes l'arrivée de tous les participants qui se sont inscrits et vous êtes nombreux. Donc merci beaucoup à vous d'être déjà présents. On va attendre quelques secondes et puis on lance cette deuxième boussole. Bonjour à tous également, j'en profite un petit peu avant l'arrivée de l'ensemble des participants. Merci pour votre présence. Je me disais peut-être Corentin, en étant sur l'assistance, est-ce qu'on pourrait peut-être poser un tout premier sondage, le temps de faire patienter les quelques minutes, sur les secteurs d'activité des personnes qui rejoignent ce webinaire? Que vous êtes plutôt des personnes qui viennent du service, du software, du retail, voilà, tout simplement pour peut-être à un moment donné un peu plus orienter d'exemples pratiques, tout simplement cette présentation. Alors est-ce qu'on y va? On attend encore une petite minute. Merci à tous pour votre patience. Vous êtes déjà relativement nombreux à nous suivre, mais beaucoup d'autres se sont inscrits. Bon, je suis sûr que d'autres personnes viendront s'inscrire, viendront nous rejoindre dans quelques secondes. Mais pour respecter finalement le timing de chacun, eh bien, nous allons y aller. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence. Je vais commencer, et c'est normal, par me présenter. Je suis Hervé Sebula, je suis le fondateur et le dirigeant d'un éditeur de logiciels dans le monde de l'expérience client qui s'appelle Mediatek CX. Et je suis membre du conseil d'administration de l'ADTEM. Et c'est à ce titre que l'ADTEM m'a demandé, et je les en remercie, d'animer cette deuxième boussole. Alors la boussole, qu'est-ce que c'est la boussole ADTEM? C'est un cycle d'ateliers mensuels online qui dure à chaque fois, un atelier, ça dure 1 heure. Et dans chaque atelier, il y a un sujet traité par un expert indépendant, évidemment les meilleurs du marché, pour aider les marketeurs à se repérer dans la jungle des outils et des usages marketing. Vous voyez, c'est tout un programme. Et évidemment, vous pourrez, au cours de cet atelier, poser des questions, poser vos questions. Alors, ça se passe en haut à droite de votre écran. Vous avez chat, questions, sondage. Eh bien, dans la partie questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Colin, que je vais introduire en quelques secondes, pourra répondre à vos questions. Merci de ne pas le faire dans le chat. Les questions, c'est dans la partie questions, c'est bien évident. Alors, le thème d'aujourd'hui, eh bien, vous le savez, c'est l'acquisition digitale en B2B. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cette deuxième boussole ADTEM un entrepreneur à succès, Colin Lalouette. Il est en effet le fondateur et le dirigeant de Appvisor. Alors, Colin, si l'ADTEM t'a proposé d'intervenir sur cette boussole, c'est évidemment parce que tu as une grande légitimité dans ce domaine. Alors, je te propose, si tu le veux bien, de présenter brièvement Appvisor, ce qui va nous permettre finalement de faire le lien entre le sujet d'aujourd'hui et finalement ce que tu vas nous dire. Parfait. Merci beaucoup, Hervé, pour l'introduction presque trop élogieuse, j'ai envie de dire. Entrepreneur à succès, je ne sais pas, puisque c'est juste le deuxième business que je lance, mais effectivement, si on remonte un petit peu sur l'histoire, j'ai fait du conseil en marketing stratégique auprès de grands software vendors, éditeurs de logiciels quand j'étais en région parisienne, notamment beaucoup de conseils auprès de Dassault Systèmes, qui est aujourd'hui l'éditeur numéro 1 en Europe et avec lequel j'ai beaucoup appris. Effectivement, la deuxième entreprise que j'ai lancée, cette fois-ci non plus à Paris mais à Montpellier, c'est Appvisor. Venant du monde du conseil en logiciel, la seule chose que je savais bien faire, c'était cette activité. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé en fait prodiguer du conseil au plus grand nombre de personnes. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'avec Appvisor, on a créé une plateforme qui est un annuaire de logiciels, mais qui est aussi un comparateur de logiciels, donc des logiciels B2B, bien entendu, qui
avec l'algorithme qui est derrière, permet au mieux, en fonction d'un certain nombre de critères, de questions posées, de trouver des logiciels qui répondent le mieux à un moment donné à un besoin précis, à un secteur d'activité précis. Donc, Advisor, c'est aujourd'hui une quarantaine de personnes, toutes basées à Montpellier. On opère sur toute l'Europe et on se positionne comme un média 100% dédié au logiciel B2B. Donc, avec vraiment une partie contenu, une partie SEO, on reviendra sur ce sujet tout particulièrement après, une partie annuaire avec 10 000 logiciels et une brique d'un comparateur de logiciels, tout simplement. Ok, merci pour cette présentation d'Advisor, Colin. Alors, on va pas se le cacher. Pour tous ceux, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour tous ceux qui font ou qui tentent de faire de l'acquisition B2B de façon digitale, ils pourront en témoigner. C'est pas facile du tout. Alors, est-ce que tu peux commencer à déflorer le sujet maintenant? Ok, c'est parti. Tout ce que je vais vous dire, c'est le fruit d'une expérience globalement de 5 années chez Advisor, parce qu'à la base, je viens pas du tout du marketing, hein, je viens beaucoup plus du monde scientifique. On voit que le marketing a de toute façon tendance à être de plus en plus scientifique et basé sur des chiffres, hein, tout simplement des analytiques. Mais du coup, par rapport à ça, c'est mon expérience, mais c'est aussi l'expérience, alors sans faire plus de publicité que ça, je sais pas si on va dans le bon sens quand on fait un webinaire. Pas de royalty sur ce livre hein, que j'ai coécrit avec un autre auteur qui s'appelle Gabriel Dabisch-Webel, et sur lequel c'est tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle que vous retrouverez dans librairie à la Fnac. J'ai pas de royalty, mais c'est juste que ce que je vais essayer de vous passer, c'est un résumé de ces quelques pages. Donc, ils sont très orientés software, logiciel, mais qui finalement sont des bonnes pratiques à un moment donné pour aller vraiment du démarrage d'une société, que ce soit justement du service, du B2B, de l'industrie, pour pouvoir se développer. Donc, effectivement, comme tu le disais, Hervé, l'acquisition digitale en B2B, c'est vraiment pas facile, pour pas dire que c'est extrêmement difficile. Je ne vais certainement pas revenir hein, sur toutes les étapes au préalable hein, pour faire du B2B, sur le développement d'un service, d'un produit. Voilà, il y a plein d'étapes qui sont naturellement nécessaires en amont. Hein. Déjà, il y a souvent une problématique à résoudre hein, pour ces personae. Quand on est plutôt dans du service, où on est sur un besoin clairement identifié ou à créer, hein, quand on est plutôt sur du produit. Et à partir de là, il faut faire des itérations, il faut faire son marketing mix, etc. On ne rentrera pas du tout sur cette partie marketing stratégique, produit, service, et ainsi de suite. Là où par contre ça commence à devenir plus intéressant hein, dans le cadre de l'acquisition digitale en B2B, c'est la première partie qui va être la promotion. La promotion et comment faire en sorte d'apprendre de ses prospects. Donc, par rapport à ça, hop, on va faire avancer les slides. Par rapport à ça, donc effectivement, hein, sur un titre un petit peu provocateur sur toutes les choses qu'il ne faut pas faire, bien entendu, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas apprendre de ses prospects. Donc, plutôt, on va dire, essayer d'apprendre à un moment donné des personnes, des cibles qui sont les siennes. Donc ça, en fait, c'est une étape qu'on va faire en amont, hein, bien entendu, la promotion du service et du produit, mais c'est quelque chose qu'on doit faire absolument en continu. Et sur les toutes premières étapes de l'acquisition digitale, c'est une étape qui est absolument cruciale. Donc, à un moment donné, on va regarder ensemble sur cette première partie comment faire cette promotion. On va voir ensuite qu'il y a deux autres grandes étapes en fait hein, sur l'acquisition. La première, c'est le test, c'est la promotion. La deuxième, ça va être globalement hein, tout ce qui va permettre de conquérir son marché. Et aujourd'hui, on ne va pas se cacher, c'est le référencement naturel. En tout cas, c'est ce qui est le plébiscité hein, aujourd'hui dans l'acquisition digitale. Donc le SEO, il est complètement et absolument central à une stratégie d'acquisition. Et derrière, il y a toute une partie qui est plus sur le long terme. Hein. Dès lors, on a commencé à conquérir son marché pour l'attaquer beaucoup plus en profondeur. On va voir que pour le coup, il y a plein d'autres leviers qui existent. Hein. Bien sûr, ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue. Hein. Il y a plein de stratégies, de techniques qui peuvent à un moment donné se développer. Mais en tout cas, celle que je vous dis en 3 étapes, promotion, conquérir et attaquer le marché en profondeur, ça me semble être une bonne stratégie. Ok, ça marche. Alors, promotion, puisqu'on commence par là, est-ce que tu peux
nous finalement dévoiler les bonnes techniques, comment faire. Aujourd'hui, on est dans un atelier, il faut que ce soit très opérationnel. On est là pour aider les marketeurs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos auditeurs là pour finalement leur faciliter la vie en matière de promotion, par exemple, puis ensuite d'acquisition? Tout à fait. Du coup, effectivement, sur cette première étape qui est de faire promotion, tester son marché, apprendre des prospects, ce qu'on appelle dans le monde du web le product market fit, s'assurer à un moment donné que ce qu'on propose est bien en phase avec le marché. J'aurais tendance aujourd'hui à dire qu'il y a deux bonnes techniques qu'on peut assimiler. Désolé pour tous ces termes anglophones, je vais essayer de pas en faire en trop, mais ce qui est growth hacking, aujourd'hui, il y en a deux. Il y a une partie qui, pour moi, est devenue une évidence absolue en 2020. C'était déjà le cas en 2019, c'est tout ce qu'on appelle le social selling. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de faire des ventes et c'est bien de prendre son téléphone, de tester, mais c'est bien aussi de faire ça de manière qualitative avec un plus grand nombre de personnes. Donc aujourd'hui, le social selling, sans faire un cours particulier sur le sujet, c'est tout simplement en fait faire connaître à un moment donné à des centaines, à des milliers de contacts que vous avez peut-être déjà dans votre réseau, que vous pouvez rajouter à votre réseau, typiquement sur le LinkedIn. Donc, faire en sorte de faire connaître votre service, non pas en faisant comme on faisait, comme on fait toujours, un peu de community management, où c'est vraiment sur une communication qui est très, on va dire, top-down. Là, on est vraiment sur une communication qui va être plutôt du one-to-many et une communication qui va pas être absolument centrée sur le produit ou le service qu'on veut vendre, mais bien sur, en fait, l'ensemble des thématiques qui peuvent être connexes à son cœur de cible. L'idée étant de créer de l'interaction, de faire en sorte que les membres de son réseau interagissent avec eux-mêmes pour finalement rester un petit peu au milieu du jeu par rapport à tout ça. Et ensuite, du coup, regarder les personnes qui sont justement le plus en interaction, de peut-être aller vers elles d'une manière assez maligne, pas directement pour vendre, mais plutôt pour proposer son service, quitte à le faire à un moment donné avec de grosses ristournes, de grosses promotions, pour justement commencer à le faire vivre, commencer à l'adapter, à le modeler à son marché. Et ça, aujourd'hui, c'est une excellente technique de promotion qui coûte très peu, d'une part, et qui, d'autre part, permet surtout d'avoir un produit qui est un peu plus agréable. Donc ça, c'est le social selling. Voilà, vous retrouvez plein de documentation et vous connaissez tous certainement ça. Concrètement, excuse-moi de t'interrompre, concrètement, on parle de posts sur LinkedIn qui renvoient à un site web, qui renvoient du contenu? Alors, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas forcément de meilleure méthode. Effectivement, c'est à un moment donné, ça peut être un post qui va traiter, qui va pas présenter le produit, mais qui va traiter de la problématique autour du produit pour se faire connaître et ensuite peut-être au travers des commentaires, peut-être au travers des interactions, peut-être au travers des messages directs qui vont se faire après, d'ensuite envoyer directement vers son site web si on en a déjà un, ou tout simplement de renvoyer une plaquette et ainsi de suite pour dire tenez, au fait, je suis en cours de développement de ce nouveau service, qu'en pensez-vous? Plutôt que d'essayer de le vendre, dire ce que les personnes en pensent. Et en fait, c'est toujours beaucoup plus agréable. Enfin, ça n'existe plus, la prospection en porte-à-porte, ou très très peu. Voilà, quelqu'un qui vient vers vous vendre quelque chose. Enfin, même les pompiers, on les adore, mais moi je trouve ça très agressif en fait. Alors qu'à un moment donné, ils mettraient, comme on a vu le cas il y a quelques années, des photos de pompiers, voilà, sur le web qui se dénudent, etc. Je trouve ça beaucoup plus drôle finalement, et ça me donne beaucoup plus envie d'acheter à un moment donné. Donc, c'est ça l'idée, c'est de faire venir en fait ces prospects à soi et d'apprendre d'eux surtout, avant de commencer à essayer de leur vendre, quand bien même la vente est une absolue nécessité. D'accord. OK. Une fois qu'on a passé cette étape de social selling, finalement, quelle est l'étape suivante? Alors, cette étape, effectivement, elle est très importante au démarrage, mais ensuite, il faut la garder en continu. Une autre étape, une fois qu'on a commencé un petit peu à bien modeler son produit, son service, je pense qu'une des meilleures techniques que j'ai vues aujourd'hui, c'est de faire des tests à un moment donné sur des campagnes d'acquisition sur AdWords. Donc, aujourd'hui, on a Google Ads. Mieux affiné sur Google Ads, tout à fait. Google Ads. Et est-ce que LinkedIn Ads aussi rentre dedans ou... Non, parce que LinkedIn Ads, c'est quelque chose qui est très ciblé, qui va plutôt arriver, je pense, en général en troisième étape. Là, l'idée, en fait, elle est très simple. C'est que votre produit, vous avez commencé à le modeler et de faire
comme les prospects vous l'ont conseillé, mais du coup, vous allez tester au plus grand nombre. Donc, vous allez faire non pas un site web bien calé, etc., mais vous allez faire des pages d'atterrissage, des pages d'inscription, tout simplement, qui vont permettre de dire, par exemple, que votre produit est disponible, il est gratuit ou il a quelques euros, etc. Et en fait, vous allez utiliser une combinaison à la fois de publicité basée sur des mots-clés, plein de pages d'inscription différentes, avec des prix différents, avec des propositions de valeur différentes, avec des angles d'attaque différentes, voire même avec des produits, services légèrement différents, quand bien même ils n'existeraient pas, pour tout simplement voir comment le marché réagit de manière quantitative. L'idée, c'est pas de dépenser des milliers d'euros, parce que s'il y a un service qui n'est même pas disponible, voilà, ça reste une étude de marché d'une certaine manière, en conditions extrêmement réelles. Et ça, aujourd'hui, ça permet, en l'étape de quelques combinaisons, d'être certain que ce service, cette proposition de valeur, cet ensemble de mots-clés sont visiblement les bons, où tout est aligné, puisque les personnes s'inscrivent sur votre page d'inscription. D'accord, donc là, on est dans du test and learn, on est d'accord? Tout à fait. Pour reprendre des anglicismes qui sont courants dans le monde du marketing, je pense que nos auditeurs ne nous en voudront pas. Bon, évidemment, les Google Ads sont payantes au coût par clic. Donc, comment on peut trouver du ROI là-dedans? Alors, l'idée, c'est… Combien ça coûte? Comment on trouve du ROI? Alors, l'idée, elle n'est pas tant, en fait, d'aller vers le ROI. L'idée, elle est vraiment de comprendre à un moment donné, par rapport au coût par clic, par rapport au taux de conversion sur les pages d'inscription, quels sont les taux d'inscription pour calculer les premiers coûts d'acquisition prospect. C'est plutôt le CAC qui nous intéresse ici. D'accord. On va comprendre à force d'itération, de combinaison, c'est quoi à un moment donné les meilleures propositions de valeur pour ensuite commencer du coup effectivement à développer sa stratégie de première vente online en B2B pour ensuite aller sur un début de ROI pour commencer du coup à passer à l'échelle supérieure. Mais effectivement, pour rebondir à ce que tu disais, Hervé, on va vite se rendre compte que cette première étape a ses limites, qui est justement le retour sur investissement, parce que à moins de trouver une super niche de marché, ce qui peut arriver en B2B plus qu'en B2C d'une certaine manière, on peut vite quand même être limité soit par le coût par clic, parce qu'on peut vite monter à quelques euros, quelques dizaines d'euros. On peut aussi être vite limité sur la volumétrie de recherche par rapport à cet ensemble de mots-clés. C'est là justement que cette limite prend fin et c'est là où commence la partie qui est vraiment attaquer le marché, qui se base généralement beaucoup plus sur du SEO. Sur du SEA ou sur du SEO? Sur du SEO. Donc, attendre que le marché vienne à soi, ça ne marchera pas. Sauf si justement on commence à bien travailler son référencement naturel à un moment donné naturel. Ok. Alors le SEO pour attaquer le marché en profondeur, on est d'accord, c'est le levier central de promotion, ok. Donc quelle part finalement faut-il consacrer au SEA, SEO C'est une très bonne question. Là, on sera plutôt sur la troisième étape où on va commencer à faire un réglage fin entre l'ensemble de ces leviers. J'avais fait une étude il y a quelques années. Alors, c'est auprès d'une verticale qui sont les éditeurs de logiciels. Vous avez bien compris que c'est ma spécialité, mais je pense qu'on peut retrouver quand même une certaine analogie dans la distribution à un moment donné d'utilisation des différents leviers. Donc, on voit que globalement, les études montrent que le référencement naturel est le levier le plus utilisé par rapport à ces budgets marketing. Donc, le référencement naturel, c'est une évidence. On voit aussi que derrière tout ce qui est publicité digitale va arriver juste ensuite, avec notamment sur la partie ads, que ce soit sur Google, que ce soit sur LinkedIn, Facebook et d'autres canaux à un moment donné de médiatisation. L'emailing est intéressant puisque généralement, c'est un levier qui marche toujours très bien, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, en B2B, ça marche très bien. Quand bien même il y a le RGPD, on sait qu'on peut s'affranchir très facilement de ces contraintes quand on est en B2B, sous un certain nombre de règles. Et ensuite, il y a toute la partie de plutôt médias, on va dire, relations presse, avec toutes les variantes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Que par exemple, les relations presse aujourd'hui coûtent extrêmement cher. Travailler avec une agence, les résultats sont souvent un peu déceptifs, alors que
Aujourd'hui, de par le modèle économique des médias, on a les possibilités d'avoir des contenus sous des formats plus ou moins de publi-reportage, mais qui vont aussi du coup proposer des hyperliens, des backlinks qui vont pousser votre site. Donc, on revient en fait sur une stratégie de référencement naturel par rapport à ça. Ok. Une question, peut-être que certains se les posent ici. On va explorer aussi les questions que nos auditeurs nous posent dans la partie questions. Quand on dit acquisition digitale en B2B, est-ce que on peut attaquer de la même façon du B2B, je mets les guillemets petit b, c'est-à-dire des artisans commerçants, en tout cas des clients avec un panier moyen à 5 000 euros par an, est-ce qu'on peut les attaquer de la même façon en digital que les clients qui vont être à 50 000 ou 500 000 euros de panier moyen par an? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire non, bien entendu. Néanmoins, on va retrouver un socle commun. Cette partie référencement naturel et cette partie publicité digitale me semblent deux absolues nécessités, quelle que soit finalement la taille des cibles dans son BI. Après, effectivement, si on est sur des exercices avec des prospects, des clients qui ont un panier moyen beaucoup plus élevé, on a aussi des capacités marketing beaucoup plus élevées. Donc, plutôt que de travailler uniquement la partie pure acquisition directe, j'ai envie de dire que la partie visibilité, notoriété, pourquoi pas relation publique autour de sa marque, dès lors où on va monter en gamme, devient de plus en plus nécessaire. L'idée étant qu'à un moment donné, quand on va proposer un service en acquisition digitale pour des cibles qui ont des paniers moyens, je ne dire même pas à 5 000 euros, avec des paniers moyens qui peuvent être à quelques dizaines d'euros par mois, comme c'est le cas dans les éditeurs de logiciels qui sont en SaaS. L'idée, c'est que les transformations vont être quand même beaucoup plus directes, beaucoup plus simples. Voilà. Point d'acquisition, conversion, et derrière les calculs sont finalement plus simples quand on va travailler sur des entreprises avec des paniers moyens beaucoup plus gros où le ROI se calcule différemment. Peut-être juste pour revenir sur la partie SEO, Hervé, ce que je conseille souvent, c'est d'avoir une stratégie là aussi à court, moyen et long terme. Donc l'idée, c'est souvent de sélectionner en fait les mots-clés de base vraiment qui vont permettre de développer le trafic organique, donc le trafic naturel vers votre site web, faire venir à un moment donné des prospects à soi. Ces mots-clés, il faut bien les sélectionner, il ne faut pas qu'ils soient trop compétitifs, bien entendu. Ça peut être certain pour commencer juste à faire une première traction en allant travailler sur ce qu'on appelle la longue traîne, des mots-clés qui ne sont pas encore trop compétitifs. Néanmoins, de commencer à aller sur des mots-clés un peu plus compétitifs aussi dès le démarrage, en écrivant un maximum de contenu, bien entendu, sur son site web, pour faire en sorte que ces premières graines que vous allez lancer dans 12 mois, 15 mois, 18 mois, commencent à bien remonter dans les résultats de Google. Sur la stratégie très long terme, qui est plutôt celle à 24 mois, là, souvent, ce que je conseille, c'est plutôt de se faire accompagner, tout simplement, pour avoir des personnes qui vont rédiger par vous-même des contenus qui sont peut-être soit très généralistes, donc pour pouvoir le faire en masse, soit du coup des contenus qui sont extrêmement techniques, en invitant des personnes, tout simplement, pour le faire. Oui, j'allais te lancer sur ce sujet-là, ça tombe bien, parce que c'est quand même un métier d'expert, soyons clairs. Je vais me permettre de faire une toute petite digression. Chez Mediatek CX, qui est la société que je dirige, on a fait appel à une agence externe pour nous guider dans tout ce qui est SEA, parce que c'est très complexe. Comprendre l'outil de Google, c'est complexe. Savoir quels sont les bons mots-clés, quels sont les bons prix, construire des bonnes campagnes, tout ça, c'est très complexe quand même. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui. Alors oui, c'est effectivement très complexe. Les premiers tout niveaux que je disais tout à l'heure sur la partie promotion, test, on peut plus ou moins y arriver tout seul en regardant quelques tutos. C'est vrai que dès lors où on veut passer à la seconde étape et commencer à grandir, que ce soit sur du SIA, des publicités, soit du SEO,
sur la promotion de son site de manière organique pour faire venir du trafic sur son site web, oui, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, il y a des outils qui permettent de s'y aider, il y a des tutos et il y a des agences aussi qui permettent, bien entendu, de le faire. Le risque avec l'agence, c'est qu'à un moment donné, on ne contrôle pas vraiment, à moins qu'il soit motivé à la performance, mais c'est vrai que ça peut être toujours un petit peu dur de laisser finalement un peu les clés du magasin, les clés de la vente à un partenaire externe. Mais oui, c'est vraiment dur. Il va falloir soit prendre des décisions de faire en interne, soit d'externaliser. Ok. Si on revient sur ta présentation, je ne maîtrise pas l'avancée des slides. Donc, l'idée, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc, dans un premier temps, ce qu'il fallait surtout pas faire, c'est donc ne pas apprendre de ses prospects. Deuxièmement, attendre que le marché vienne à soi. Évidemment, il ne faut pas le faire. Il faut aller vers le marché. On est bien d'accord avec toi. Est-ce que tu as d'autres slides? Voilà. Alors, exactement, effectivement, et ça sera la dernière. On répondra ensuite à l'ensemble des questions. Je voulais cette présentation qui est d'une certaine manière un petit peu généraliste, mais qui prend l'ensemble du cycle de vie de l'acquisition digitale. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, donc c'est vrai que l'interaction m'intéressera peut-être comme certains d'entre vous, peut-être encore plus. La troisième étape, effectivement, c'est conquérir ses clients de manière beaucoup plus agressive à un moment donné, puisque dès lors on a testé, dès lors on a commencé à faire en sorte que le marché vienne à soi parce qu'on a travaillé sur le référencement naturel, dès lors il va falloir vraiment passer à l'échelle supérieure. Et ça, aujourd'hui, en fait, il y a d'autres leviers. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure des relations presse avec la difficulté d'avoir une médiatisation parce que quand on est en B2B, généralement, on intéresse peu les médias, tout simplement, à moins d'avoir des médias très spécialisés, très verticalisés, ce que je conseille toujours d'une certaine manière, et ce que je conseille typiquement, généralement pour les éditeurs de logiciels, de venir sur AppVisor, puisqu'aujourd'hui, quand on a un média spécialisé pour une verticale, on sait très bien que derrière, que l'audience est extrêmement qualitative. Donc, c'est sur ce constat, en fait, il y a beaucoup de sites spécialisés en B2B qui sont développés au fur et à mesure des années, qui représentent plein de petites niches à eux tout seuls et qui permettent aussi, d'une certaine manière, de par leur autorité de domaine sur Google, de par leur capacité, comme tu le disais, du coup, Hervé, mais d'être très spécialisé sur cette partie acquisition en termes d'audience, parce que oui, ils font beaucoup de contenu, mais oui aussi, ils ont une architecture, ils ont un maillage en interne qui va faire en sorte que leur site répond bien aux exigences de Google qui changent régulièrement. Il y a encore d'ailleurs une nouvelle évolution de Google, une core évolution qui va arriver en mai prochain, qui risque de faire pas mal de mal pour tous ceux qui se seront pas bien adaptés. Donc oui, c'est leur métier du coup d'avoir cette logique d'inbound marketing, ce qu'on essaye de faire quand on essaye de développer un site avec ses propres contenus, faire en sorte que le marché arrive directement, un petit peu comme le social selling, on essaie de faire en sorte que les prospects arrivent directement vers soi. C'est leur capacité. C'est la capacité d'AppVisor. C'est un des leviers que je recommande le plus. Un autre levier qui est très spécifique, qui marche pas à tous les coups, tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas toujours la possibilité, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un levier d'acquisition digitale en B2B qui peut être extrêmement pertinent. Donc, l'affiliation, c'est quoi? Tout simplement, c'est faire en sorte sur des blogs, sur des médias, sur des points où il y a de l'audience pertinente, tout simplement d'avoir des liens qui vont renvoyer directement sur votre site web où derrière, vous allez rémunérer l'apporteur d'affaires, d'une certaine manière, l'apporteur d'affaires dans sa version digitale, c'est le rémunérer sur un coût par action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur mon site, grâce à ce blog, je vais le rémunérer 50 €. Ou alors à chaque fois que je vais faire une vente, je vais faire une partie partage de revenus où la personne va récupérer 3%. Alors souvent, il y a besoin de technologies tiers, ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation pour y arriver. Néanmoins, on peut toujours arriver aussi à se débrouiller si on est un petit peu geek, j'ai envie de dire, ou si on a une personne geek dans son équipe, dans l'équipe marketing, pour pouvoir se développer cette fois-ci vraiment sur du long terme et attirer toujours plus de nouveaux clients, sans que des fois d'ailleurs, c'est vraiment de coût direct. C'est l'intérêt de l'affiliation que je recommande aussi quand on peut la mettre en place. Bien entendu, on ne peut pas partir sur tous les canaux. Il va falloir faire une stratégie à un moment donné. Et là, aujourd'hui, c'est votre job, c'est plus le mien. Ok, alors juste avant de passer à la partie questions, et là, je vous propose, chers amis auditeurs, on dirait presque une émission de télé, là, enfin de radio,
est-ce que, si vous avez des questions à poser, dans la partie en haut à droite donc, de votre écran, il y a la partie questions, n'hésitez pas à poser. Là, je vois que Guillaume et Serge ont posé des questions, on va y répondre dans quelques secondes. Bien évidemment, l'atelier que vous avez aujourd'hui, la présentation ne sera non seulement disponible, mais le replay sera évidemment disponible. Et avant de passer à la question de Serge, je vais essayer de résumer ce qu'on s'est dit pendant cette première demi-heure, et puis la deuxième demi-heure, tu as dit, Colin, sera consacré finalement à de l'interactivité, questions-réponses, parce que c'est ça qui est intéressant, et un expert est là pour répondre à des questions des personnes qui nous écoutent. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est d'aller chercher le market fit, et notamment en utilisant du social selling, et ne pas hésiter à faire du test and learn. Ensuite, une fois qu'on a bien défini son produit, faire en sorte que son site Internet soit le plus efficient possible en termes de référencement naturel, c'est ce qu'on appelle le SEO, de manière à ce que quand quelqu'un fait une recherche dans Google, qui est quand même le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, eh bien, le site remonte en premier. Ensuite, on peut passer sur de l'acquisition payante, ce qu'on appelle le SEA. Là, Google Ads en est un. Je parlais de LinkedIn Ads, mais je suis persuadé qu'il y en a Twitter Ads, il y en a d'autres, etc. Alors, je ne sais pas ce qui est adapté, pas adapté. Et puis, on élargit encore un peu plus en disant pourquoi pas aller vers les relations presse si elles sont ciblées, pourquoi pas aller vers du média s'il est ciblé, et pourquoi pas même aller vers de l'affiliation, qui sont voilà, 3 médias, lorsqu'ils sont bien ciblés, qui permettent de faire de l'acquisition B2B online. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu voulais nous dire ? Tu as très bien résumé, du coup, Hervé, avec juste la petite variante que le SIA, la publicité digitale. Ce que je proposais, c'est souvent de la tester, comme tu le disais, hein, au milieu, mais aussi au tout début, pour justement tester son marché sur des produits, des services même qui n'existent pas. Hein. C'est un peu culotté, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, à un moment donné, c'est des techniques qui ont démontré hein, leur efficacité. Ok, ça marche. Alors, on va passer aux questions. On a donc une question de Guillaume, mais à laquelle on a répondu oui, la présentation sera accessible, le replay aussi. Guillaume demandait aussi quel était le titre de ton livre, et donc il s'appelle « Tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle ». Serge Gutnick, qui fait aussi partie du conseil d'administration de l'ADTM, et que je salue, mon ami Serge, nous demande: est-ce que la présence sur les plateformes médias professionnelles améliore durablement l'acquisition de prospects? La question est pas pour moi. Hein. Ça dépend du service, du produit B2B, ça dépend de la plateforme média. Est-ce que ça améliore durablement l'acquisition de prospects? On va dire, si on a un bon service produit B2B, si on a une bonne plateforme média avec qui travailler, et si cette plateforme média va faire en plus un lien vers votre site web, généralement, oui, ça améliore durablement l'acquisition de prospects. On sait qu'aujourd'hui, un site, d'un point de vue référencement naturel, pour qu'il reste dans les meilleurs résultats, il a besoin d'être très bon en termes de contenu, il a besoin d'être très bon en termes de technicité. Et le troisième pilier du SEO, du référencement naturel, c'est l'ensemble des liens qui vont repointer vers lui. Des liens qui doivent venir à un moment donné d'autres sites qui ont eux-mêmes une très bonne autorité de domaine, d'une part, mais d'autres sites qui ont aussi des thématiques très proches de celles de la vôtre. Donc, c'est sûr que si à un moment donné, moi, j'ai des éditeurs de logiciels qui font des liens, et ce qui arrive du coup très, très régulièrement vers Advisor, alors du coup, ça va largement m'aider moi-même à remonter. Donc oui, du coup, Serge, si à un moment donné, vous choisissez les bons médias par rapport à qui vous êtes, que ces médias vont faire un lien vers votre site web, ou même s'ils parlent de vous, de toute façon, à un moment donné, si c'est un média qui est très affinitaire hein, par rapport à votre cible, de toute façon, les personnes vont lire et revenir à un moment donné vers votre site web. Donc oui, ça peut travailler de manière très durable, et j'en dire beaucoup plus durable d'une certaine manière que les publicités digitales, où dès lors où on coupe les vannes, il y a plus de publicité et votre visibilité disparaît, j'allais dire du jour au lendemain, mais oui, c'est du jour au lendemain. Donc les budgets, généralement, ils sont quotidiens chez AdWords. Et alors, Guillaume nous demande, et j'allais poser la même question, pour être honnête, quand on parle de plateforme média, on parle de qui? C'est qui les plateformes médias dont on parle pour business et service marketing?
Qu'est-ce que c'est un en média? France. Alors, qu'est-ce que c'est un média? L'autre jour, je suis allé sur Wikipédia, hein, tout simplement pour regarder c'est quoi la bonne définition d'un média. Donc, un média, c'est un site d'information, pardon, face à comment ça s'appelle? Une modalité d'information qui va le faire de manière massive. Donc, effectivement, on a les médias papier, print, on a les médias web. Donc, dès lors où vous avez, ne serait-ce qu'un petit site d'un blog, vous êtes tout seul, mais que vous commencez à avoir une belle communauté derrière vous de personnes qui vont recevoir votre emailing, qui viennent tout simplement lire vos vidéos, vous devenez un média. Donc, c'est pour ça que YouTube est l'un des plus grands médias, c'est pour pas dire le plus grand média qui existe aujourd'hui au monde. C'est pour ça qu'Advisor est un média avec 1 million de visiteurs mensuels. On peut considérer qu'on fait partie du coup d'une diffusion massive. Et du coup, si je rebondis voilà sur la question de Guillaume, hein, des exemples de plateformes médias typiquement sur le business de service marketing pour le marché français. J'ai envie de dire, il y en a plein. Il y en a plein. Alors là, comme ça, naturellement, il y en a un qui, forcément, du coup, je vais pas retrouver son nom. Mais le blog du modérateur, voilà. Aujourd'hui, le blog du modérateur, c'est, j'ai envie de dire, presque une institution, hein, ne serait-ce que dans son nom. Mais il y en a plein d'autres comme ça. D'ailleurs, c'est le blog du modérateur à la base qui était tout seul. Mais voilà, malgré lui, il s'est développé parce que voilà, il avait un contenu de qualité, un ton, une cible bien définie, et c'est devenu un média, notamment pour la partie service marketing que je conseille. Il y a une sorte de concurrence sur certains côtés Advisor, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est la réalité. Et est-ce que les plateformes médias, des médias entre guillemets traditionnels, hein, par exemple le groupe NetMedia, Agora, voilà, ces gens qui font des médias, qui le faisaient en print avant, qui maintenant font à la fois du print et du online. Donc, pour ne citer, j'ai pas d'action chez eux, mais il se trouve qu'on les utilise nous chez Mediatek, et puis j'imagine que d'autres éditeurs les utilisent. Donc, relation client magazine.fr ou e-marketing.fr, voilà. Est-ce que ça, ce sont des plateformes médias qui permettent de faire l'acquisition que tu recommanderais, ou qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de B2B. Donc, e-marketing.fr, c'est une solution. Alors, je ne connais pas directement et les performances, mais c'est exactement ce type de solution auquel je faisais référence. Je ne ferai, contrairement du coup à d'autres types de médias, typiquement comme BFM TV, pour lequel on n'est plus affinitaire. Alors oui, c'est très massif, hein, c'est beaucoup plus massif qu'e-marketing. Par contre, c'est plus affinitaire. Et là, du coup, du coup, c'est là que je le déconseillerais, sauf Hervé, par rapport à ta question de tout à l'heure, en fonction du panier moyen de mes prospects et de mes clients. Pour toucher mon petit artisan, j'y crois pas une seconde. J'ai vu des éditeurs de logiciels historiques qui foncent dedans à bras raccourcis, qui ont dépensé des dizaines. Quand tu dis fonce dedans, tu parles de BFM TV ou tu parles des plateformes de type e-marketing? Non, de BFM TV typiquement. Voilà, qui dépensent des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers d'euros sur des plateformes comme BFM TV, alors que justement, ils vont viser plutôt des paniers moyens qui ne sont pas très, très élevés, quoi. Donc, je pense que oui, il faut aller sur BFM, mais plutôt si on a des paniers moyens très élevés, parce que oui, cette notoriété, cette visibilité est extrêmement importante. Et on sait que pour toucher à un moment donné un dirigeant, un décideur, quand on a des paniers moyens élevés, il faut au moins le toucher 8 fois par email, par réseaux sociaux, etc. C'est sûr que si la 8e touche est sur BFM TV, là, c'est royal au bas. Là, tu mets le doigt sur quelque chose de formidablement intéressant, qui est la répétition. Finalement, une des clés dans ce que tu dis depuis tout à l'heure me semble être le fait que l'acquisition en B2B, c'est pas one shot, c'est pas j'ai touché un mec une fois et puis j'arrive à signer un contrat. C'est parce que je l'ai contacté, je réussis à le toucher par email, puis sur LinkedIn, puis en Google Ads, puis ceci, puis j'ai fait une conférence, puis finalement, il faut 8 fois, si j'ai bien compris, c'est ça ton message. C'est 8 contacts pour réussir à transformer un prospect en client. Alors, c'est des études statistiques qui le montrent. Alors, effectivement, quand on veut cibler à un moment donné
un auto-entrepreneur avec un petit outil de facturation qui coûte 5 € par mois, il n'y a pas besoin de 8 touches, c'est pas vrai. Voilà. Le bon message sur AdWords, bien ciblé, ça peut suffire dans 50% du temps. C'est sûr que dès lors, quand on s'appelle à un moment donné Hervé Sebula, qui a une société Mediatek CX, je pense que là, oui, effectivement, les décideurs, ils doivent être très ciblés. Il faut aller les trouver avec LinkedIn Ads, il faut avoir de la publicité sur les bons mots-clés qu'ils vont taper, il faut leur envoyer des emailing, et j'ai envie de dire, il faut presque refaire le porte-à-porte pour la 8e touche. Tiens, ça tombe bien, je passais devant vos bureaux. Là, on n'est plus en digital, mais voilà, c'est aussi du coup les allers-retours du téléphone et l'acquisition digitale en B2B. Et ça, je trouve que c'est d'ailleurs un beau parallèle. Elle ne doit pas être que digitale non plus, dès lors on arrive sur un niveau de décision qui est de plus en plus élevé, où là, la partie téléphone, typiquement, reprend le pli. Alors, ou one-to-one quand on pourra le faire. Face-to-face quand on pourra le faire. Ou face-to-face, effectivement. Pour des gros deals, ça reste toujours opportun. Ok. J'ai encore une question très, très pragmatique. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais quand on vend un service ou un logiciel, un produit qui n'est pas très cher, quel est le coût par clic qui est acceptable sur Google Ads? Et quand on vend un truc très très cher, c'est quoi le coût acceptable? Alors, si c'était télescopé, c'est quelque chose. Alors, je fais de moins en moins de commercial aujourd'hui. Néanmoins, c'est dans le discours, souvent, quand les prospects qui viennent chez Advisor, où je leur dis que le coût par clic, c'est à 5 €, ils font 5 €, c'est cher. Je fais, mais le coût par clic, on s'en fiche. L'intéressant, c'est pas le coût par clic, c'est le coût d'acquisition client. Si derrière ton coût par clic sur Advisor, tu as entre 12 et 20% de taux de conversion, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, du coup, ton coût de lead, il va être à 25 €. Donc derrière, est-ce que le coût par lead à 25 €, c'est bien ou pas? Si c'est trop cher, ben, viens pas chez Advisor. Si tu trouves ça exceptionnel, ben, viens avec le gros budget chez Advisor. Donc, c'est le coût d'acquisition au lead et le coût d'acquisition client dans une chaîne de conversion sur lequel il y a des pourcentages entre le coût par clic, j'ai envie de dire la vue, le coût par clic, le coût par lead, le coût de l'opportunité, le coût d'acquisition client et ensuite la durée de vie moyen de ce client et son panier moyen, c'est toute cette chaîne qui doit être étudiée. En fait, on est plus sur de l'ingénierie aujourd'hui dans le marketing, même sur l'analytics, créatif, mais ça reste très mathématique. On est d'accord. On a une question fort intéressante de Cédric. Qu'est-ce qu'il faut penser des commerciaux en externe? On parle bien des personnes physiques qui, soit par téléphone, essentiellement, j'imagine, font du commercial en externe. Il précise par rapport aux 8 touches pour conclure un contrat. Qu'est-ce que toi, Colin, tu penses des commerciaux en externe? J'imagine qu'on parle ici de call center externe qui passe des appels, j'imagine. Ah, d'accord, ok. Je n'étais pas sûr de comprendre. Je veux bien une précision, Cédric. Et si Cédric peut préciser sa pensée, est-ce qu'on parle bien de call center externe qui font de la télévente? Est-ce que c'est de ça dont on parle? Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Pour le coup, si on est là-dessus, alors est-ce qu'on est encore sur le digital? Je ne sais pas, en tout cas sur l'acquisition, oui, on en est dessus, c'est certain. J'ai envie de dire, si ces sociétés sont là, si elles existent, c'est que certainement, à un moment donné, elles ont un service rendu qui doit être profitable pour un certain nombre de personnes. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend de la profondeur de son marché. Si on a une profondeur de marché qui, du coup, on sait que sur la France, on a 250 clients au maximum. J'ai envie de dire non, surtout, moi, je ne laisserai pas les clés du camion à un moment donné à une boîte externe qui va appeler de je ne sais pas d'où. Là, du coup, je vais prendre un commercial ultra guéri, super pointu du métier et je vais dire, tu me chopes les 250 sur l'année. Si, par contre, on a une profondeur de marché comme des SFR, des Bouygues, etc., qui est globalement de quasiment un contrat par français pour caricaturer, là, du coup, je dis, oui, faire appel à des commerciaux en externe. Bien entendu. Donc en tout cas, Cédric précise bien que c'était ça l'idée, c'était call center ou même porte à porte quand on pourra sortir de chez nous. On voit que tu es chez toi, Colin. Je suis moi-même chez moi. Désolé de vous recevoir dans cet environnement, mais c'est notre environnement de confinement. Et donc Cédric précise bien qu'il s'agissait de call center externe, voilà. Et bien sûr, il faut bien choisir sa plateforme.
Christophe précise dans le cadre du chat, et il a raison, donc la conclusion, c'est finalement l'acquisition B2B, c'est du multicanal, toucher finalement ses prospects avec différents canaux et avec de la répétition. Est-ce que c'est un bon résumé? Oui, oui, bien entendu, en mettant à un moment donné l'accent quand même sur sur la répartition hein, de son budget sur les canaux d'acquisition majeurs. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez trouvé à un moment donné, vous avez comment ça s'appelle, la clé avec de l'acquisition digitale sur Google Ads, il faut garder son maximum de son budget là-dessus jusqu'à ce que le ROI, parce que le ROI, à un moment donné, il va diminuer en fonction de la profondeur que vous allez utiliser de Google Ads. Dès lors où le ROI commence à plus être aussi intéressant que ça, allez développer un autre levier jusqu'à ce que son ROI arrive au même niveau que l'autre. Et s'il commence un peu à acheter tous les deux, en trouver un troisième, etc. Donc oui, il faut avoir du multicanal sans non plus trop se disperser. C'est là aussi, du coup, souvent, parce que voilà, quand j'ai des prospects qui viennent chez Advisor, ils me disent bah, voilà, je vais essayer avec 500 euros. Je leur fais allez-y, hein, si vous voulez, quoi. Mais avec 500 euros, à un moment donné, je ne peux pas non plus vous trouver 50 clients, quoi. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. On va donc pas se disperser au début, c'est dès lors où on a trouvé quelque chose d'intéressant, commencer à travailler sur quelque chose d'autre pour arriver à peu près au même ROI, pour ensuite développer et à un moment donné, avec les années et l'expérience, oui, du coup, on devient vraiment multicanal et oui, on maîtrise bien tous ces canaux d'acquisition, les ROI les uns par rapport aux autres, les volumétries les uns par rapport aux autres. Et là, du coup, même si demain, il y a un changement de coût par clic énorme sur Google Ads, qu'un média augmente ses tarifs ou tombe, meurt, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes bien distribué sur votre canal d'acquisition? On avait une remarque dans le chat de Christophe qui me paraît très pertinente, qui est de dire que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Colin, c'est-à-dire que le marketing digital est devenu très mathématique, il y a beaucoup d'analytics, donc on est très souvent, c'est ce que je disais, obligé de faire appel à des agences extérieures. Eh bien, Christophe fait la remarque qui me semble vraiment pertinente et qu'on a éprouvé notamment chez MFXX, qui est d'avoir en interne des personnes qui savent vraiment bien manager les agences externes, les agences d'analytics, les agences qui vont nous aider dans le SEO, dans le SEA. Ça me paraît fondamental. Tu es d'accord là-dessus? Donc, il faut quand même avoir des compétences en interne. Alors, ça aussi, une fois de plus, c'est un choix. Moi, ce que j'ai tendance à voir, mais dans le secteur du éditeur de logiciels, qui est peut-être pas représentatif, c'est qu'il y a, dès lors où ils deviennent assez grands, effectivement, généralement, ils vont avoir tendance à externaliser. Mais je pense que les premières compétences, vaut mieux les développer en interne pour comprendre suffisamment, à un moment donné, ce système, les méthodologies, pour ensuite pouvoir, comme le disait Christophe, bien ensuite savoir manager les agences, les outils de web analytics. Là aussi, du coup, ça dépend à un moment donné de la taille de son entreprise et de ses velléités à avancer sur tel ou tel sujet. Il n'y a pas de bonnes règles. Comme du coup disait un peu plus bas Michel, bonjour Michel, il faut bien choisir sa plateforme d'appel. Là aussi, c'est pas l'acquisition digitale B2B, mais si on trouve la bonne plateforme d'appel, ce que je disais tout à l'heure, voilà, ce sera plus ou moins vrai sur la pertinence de travailler ou pas avec des plateformes d'appel, c'est sûr. La partie analytique, c'est vrai que c'est quand même un sujet extrêmement compliqué. Et pour le coup, j'ai vu des sociétés qui font des dizaines de millions, des très, très, très belles sociétés qui se sont plantées sur le sujet, parce que ce soit en interne ou en externe. C'est tellement compliqué que, j'ai envie de dire, il faut presque passer, pour le coup, non plus sur ni l'un ni l'autre, mais sur des freelances qui sont extrêmement spécialisé. J'ai trouvé enfin un freelance sur un sujet lié à Google Analytics, c'est ce qu'on appelle les plans de tagage, pour arriver à comprendre vraiment comment circule l'ensemble des flux sur son site web. Mais ça, aucune agence n'est en capacité de le faire. Vous voulez bien faire une formation sur Google Analytics ou sur d'autres sujets, mais quand on commence à poser des questions, on ne comprenait même pas les questions, quoi. Donc oui, c'est des compétences rares. Ok, alors juste avant de prendre une question de Serge, tout à l'heure, en entrée d'atelier, on a posé la question de savoir de quel secteur finalement étaient les personnes qui nous regardent. Donc là je vous donne les réponses telles que je les ai sous les yeux.
pour presque la moitié d'entre vous, vous êtes dans le secteur des services, 47% dans les services, 20% dans le software, 27% dans l'industrie et 7% autres. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, mais puisque vous avez posé une question sur votre secteur, je me devais de vous donner la réponse. Alors, la question de Serge est la suivante. Est-ce qu'il est intéressant d'envoyer systématiquement les newsletters à des prospects qui sont finalement venus via les plateformes médias professionnelles? Non. Qui sont venus via les plateformes médias professionnelles. Alors, j'ai envie de dire, moi, les newsletters, aujourd'hui, hormis quand on a un média où justement les gens attendent des news, mais des news qui sont liées à un secteur d'activité, même les éditeurs de logiciels que j'adore le plus, que j'affectionne le plus, qui vont à un moment donné faire des newsletters pour dire les sorties produits ou pour montrer des articles qu'ils ont écrits, etc. sur le sujet, nevermind, ça ne m'intéresse pas du tout. Je les adore, hein, je les utilise tous les jours, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire à un moment donné que de savoir ce que tu as fait avec la nouvelle fonctionnalité, etc. Donc, non. Par contre, du coup, je répondrai à cette question. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les newsletters, mais c'est la partie automatisation marketing de prospects qui sont venus sur votre site pour faire en sorte qu'un prospect qui est venu sur votre site mais qui n'a pas été jusqu'à remplir un formulaire, télécharger un document qui vous permettrait ensuite malicieusement du coup de le recontacter. Si vous arrivez quand même à récupérer son email, du coup de lui envoyer à travers plusieurs méthodes, hein, mais là pour le coup des contenus qui sont très très ciblés. Même pas des newsletters, hein, ça peut être ce qu'on appelle des drip campaigns, des campagnes à gouttes où on sait qu'on va lui envoyer 3 emails bien ciblés, personnalisés au mieux. Donc, ce n'est pas une newsletter, hein, c'est une série d'emails sur lequel, si au bout de la deuxième, la troisième touche, la personne elle ne répond pas, eh bien, laissez-le tranquille. Il reviendra un jour de toute façon parce qu'il n'est pas assez chaud, voilà, il est même pas tiède, il est froid. Par contre, un prospect tiède à qui vous réussirez à récupérer un email qui ensuite, du coup, va recevoir un message, ensuite un deuxième, un troisième, bien marketé. Alors là où, comme un commercial, on rappellerait avec un email ou 2 ou 3 transactionnels. Alors, les questions fusent, et c'est très bien. Continuez, surtout ne vous arrêtez pas. Les questions et les remarques. Alors, j'ai une remarque de Michel. En fait, je ne sais pas si les remarques des uns des autres, vous les voyez tous. Ça vaut la peine d'en parler ou pas, si vous les voyez. Je crois que vous les voyez. Michel nous dit le problème des newsletters, c'est l'accumulation. Je pense que Michel touche du doigt un des sujets qui est très important, c'est la sursollicitation de nos prospects, de nos cibles. Évidemment, si on passe notre temps, là je parle pour tout le monde, dans toute la profession, tous les marketeurs, si on passe notre temps à sursolliciter les gens dont on a envie qu'ils deviennent nos clients, à un moment on peut les saturer. C'est vrai, il faut faire attention à ça. Comme on est entre professionnels du marketing dans cet atelier, ça fait partie, je pense, de la force d'un réseau de se donner des bons plans, de se donner, et notamment des noms de sociétés qu'on peut recommander si on nous le demande. Là, par exemple, Guillaume vient nous demander, est-ce que vous avez des recommandations d'agences SEO, SEA pour les TPE, PME? Je me suis permis de lui répondre. Je ne sais pas en fait si tous ceux qui assistent à cet atelier voient ma réponse ou pas. Alors, je n'ai absolument aucune action dans la société que j'ai citée, la Pump Up, et je les paye même pour travailler pour moi. Donc, ça ne me rapporte rien de donner leur nom, si ce n'est qu'on est entre professionnels et que lorsque Guillaume demande une recommandation, j'hésite pas à le dire. Pump Up, c'est une société que Mediatek CX utilise pour son SEO, SEA. Ils font un travail formidable. Ils sont très à l'écoute. Ils sont top. Je suis persuadé qu'il en existe beaucoup d'autres. Et si vous voulez les citer ici, n'hésitez pas, parce qu'on est entre nous et c'est bien de s'échanger les bons plans. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à mettre le nom de Pump Up. Question de Christophe, pour toi Colin, qu'est-ce que tu penses d'une solution ou de forum qui permettent d'engager les utilisateurs d'un produit ou d'un software? Une communauté, un forum qui permette d'engager. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. J'essaie de retrouver. Moi, ce que je comprends,
s'il y a une solution qui est de type forum, hein, une solution qui permet d'engager les utilisateurs d'un produit ou d'un service, est-ce que tu penses que c'est bénéfique ou pas? J'ai ma réponse sur le sujet, hein, mais c'est normal, c'est lié à mon métier. Il est évident que dans le métier qui est le nôtre, hein, qui est le feedback management, hein, la voix du client, notre métier, c'est de capter la perception client après n'importe quelle interaction entre une marque et un client et l'analyser en temps réel et la redispatcher dans toute l'organisation. Et ce qu'on fait, par exemple, aussi, c'est de publier les avis des clients. Quelque part, si nos clients mettaient les avis, enfin, ils mettent les avis de leurs clients de manière publique, et s'ils en faisaient un forum, oui, ce serait une bonne solution, je pense, pour engager les autres prospects, engager les autres utilisateurs. Donc, je pense que ce serait bien de mettre en œuvre ce genre de solution. Mais ce n'est que mon avis, Colin. La question s'adressait plutôt à toi. Ça te permettait de réfléchir. Alors, oui, bien entendu, une fois de plus, ça dépend du service ou du produit qu'on va avoir. Et ça dépend de cette solution forum à un moment donné pour engager. Moi, ce qui est sûr, pour engager, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle les product tours. Souvent, on peut retrouver dans les appels à l'action. Donc, vous savez, hein, c'est ce qu'on retrouve hein, sur les boutons verts, typiquement sur les pages d'atterrissage. On a un niveau d'engagement de plus en moins fort. Donc, l'engagement le moins fort, c'est solution gratuite. Ensuite, on a essai gratuit 30 jours. Et ensuite, on se retrouve avec demander une démo. Là, l'engagement, il est fort, hein, parce que quand on demande une démo, on sait que derrière, on va avoir un commercial qui va vous tenir le bras, qui va vous tendre le bras et qui va vous rappeler, et ça donne pas envie. Mais il faut le faire, hein, ça dépend. Ce que j'aime bien, en termes d'engagement, c'est ce qu'on appelle les product tours. Alors, je sais pas, ça répond peut-être pas totalement à la question, peut-être un petit peu en fonction des solutions qu'il y a derrière, mais ce qui va permettre finalement d'avoir un peu comme un webinar, hein, qui a un engagement moins fort que demander une démo, parce qu'on sait qu'on peut partir quand on veut, on sait qu'on ne va pas venir, hein, tout simplement. Ça ne dérange pas. Les product tours, ça permet finalement de se naviguer dans une solution, dans un service, sans l'utiliser réellement. Donc, on va pouvoir, par exemple, aller sur le site de Salesforce, de naviguer sur des vues ou sur des replications de vues qui vont permettre de s'engager, de s'approprier, d'adopter la solution typiquement pour se dire ok, ça me paraît beaucoup trop complexe pour moi, en se disant bah ouais, c'est génial, en fait c'est super pratique, j'aime bien l'ergonomie, c'est user friendly, c'est intuitif, et ainsi de suite. Donc après, dans ce type de solution, il peut y avoir des endroits où justement il va y avoir des forums, des chats qui vont permettre à un moment donné aux personnes de pouvoir échanger avec soit du coup d'autres prospects, d'autres personnes, soit directement du coup avec des personnes du support de ce qu'on appelle le customer success aussi. Ouais. Christophe, je me permets de rebondir, hein, désolé de te couper enfin, Colin. En fait, en t'entendant, Colin, et en repensant à la question de Christophe, je ne sais pas dans quel univers, Christophe, vous êtes, mais votre question me fait penser à une solution qui s'appelle Tister, T-E-E-S-T-E-R, Tister. C'est de l'avis client en vidéo. En fait, des grandes marques online, Decathlon, je ne sais pas quelle autre marque, Mano, proposent à leurs clients, donc les utilisateurs de Mano, les utilisateurs de Decathlon, de faire des vidéos en se filmant avec leur téléphone mobile d'utilisation des produits ou des services, etc., d'uploader finalement les vidéos sur la plateforme de Decathlon de Mano. Et le métier de Tister, ça va être d'animer cette communauté d'utilisateurs, ça va être de transformer les vidéos pour les mettre au bon format. Et ça permet d'engager à fond et de recruter finalement des nouveaux clients. Donc là, on est plutôt dans le B2C, hein. Mais j'essaie de faire le parallèle et c'est une excellente solution d'engagement. J'imagine que si ça marche dans le B2C, quelque part, ça devrait pouvoir marcher dans le B2B. Et maintenant, si je fais le parallèle, alors peut-être pas pour n'importe quel B2B, mais ça peut marcher. Si je fais le parallèle avec, évidemment, ce que Mediatek fait, si vous alliez sur la chaîne YouTube de Mediatek CX ou si vous allez sur le site internet de Mediatek CX, vous retrouveriez des vidéos d'interviews de nos clients ou de conférences de nos clients qui disent du bien, évidemment, de Mediatek. On ne va pas mettre des vidéos où ils disent du mal. Bon, il faudrait qu'on en trouve et on n'en a pas. Mais
il se trouve que, évidemment, les témoignages de clients, ça se rapproche finalement d'une solution de forum, etc. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Les testimonies clients sont des super outils pour recruter de nouveaux clients. Mais je suis persuadé que vous ne m'aviez pas attendu, Christophe, pour savoir ça. Bien, on arrive au terme de cette heure. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques? Et encore une fois de plus, merci pour votre participation. Oui, Tister.com, c'est ça, la plateforme de vidéo consommateur, c'est ça, tout à fait. Donc, si jamais vous avez envie, je peux vous mettre en lien. Je vais rien vous cacher. Tister fait partie du même groupe que Mediatek CX, c'est pour ça que je les connais bien. Votre réflexion, Christophe, m'a fait penser à eux. Si jamais vous voulez une intro auprès de certaines personnes chez Tister, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous retrouvez mes coordonnées par LinkedIn ou par ce que vous voulez. Et puis, je vous mets en lien avec les bonnes personnes de chez Tister si jamais ça peut vous servir. N'hésitez pas. Est-ce que, chers amis, est-ce que vous avez… Colin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bon, en fait, du coup, effectivement, vu que l'heure est passée et avant que du coup que les personnes partent au fur et à mesure, moi je voulais remercier tout le monde déjà d'être resté jusqu'au bout, parce qu'il y a 3 personnes qui sont parties au bout d'1 heure et pour un webinar, je trouve ça plutôt plaisant. Merci pour ton animation, Hervé, merci pour la DTM, de m'avoir fait participer, puis merci à tous, voilà, tout simplement d'être resté jusqu'au bout. J'espère, voilà, je suis pas venu tant vendre Appvisor que ça ou moi-même, c'est juste qu'à un moment donné, j'aime bien, voilà, essayer de passer un maximum de… Mais c'est normal de parler à minima de la société qui anime tes jours, tes nuits, tes vacances, parce que quand on est chef d'entreprise, je le suis, on est bien placé pour savoir qu'on le vit pleinement. Donc, tu as tout à fait bien fait de nous parler d'Advisor. Merci, Colin, pour d'avoir pris le temps de préparer avec moi cet atelier, de l'avoir délivré. Merci de tes réponses. Merci à tous pour votre présence. À très bientôt pour la 3e boussole ADTM. Au revoir. Merci à tous.